Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Lyon Politique, émission spéciale législative. Pour ce deuxième tour, la rédaction a décidé de s'intéresser à la première circonscription de Lyon, qui est sans doute encore la plus indécise dans ce deuxième tour. Elle opposera sur ma gauche Aurélie Gris, vous êtes la candidate de la NUPES, arrivée en tête au premier tour avec 37,75% des voix. Et en face de vous, Thomas Rudigoz, vous êtes le candidat de la majorité présidentielle. Arrivé deuxième, député sortant, arrivé deuxième avec 32,96% des voix. On va commencer avec vous. L'actualité du jour, c'est la fusillade à la Duchère cette nuit avec 2 morts. Ce n'est pas le premier règlement de compte dans l'agglomération, ce n'est pas le premier non plus en France ces dernières semaines. Est-ce qu'il y a un sujet sur la sécurité en France ? Oui, on est tous inquiets de cette recrudescence de violence et qui est très très souvent liée à des trafics de drogue, à des trafics de stupéfiants, à des petites mafias locales. Alors ce problème est ancien, est endémique, mais on le voit, même si Lyon a déjà connu des problématiques de règlement de compte, de banditisme, de mort par arme par le passé. Sur ces questions, dans ces quartiers, on avait plus l'habitude des fois d'avoir ce type d'affaires sur Marseille ou dans la région parisienne. Donc ça montre que certaines petites mafias sont de plus en plus violentes, sont de plus en plus prêts à aller jusqu'à tuer. On a eu le cas dans la première circonscription à Gerland. Un jeune, on peut penser que c'est un règlement de compte, même si l'enquête est toujours en cours. Donc pour cela, il faut être inflexible. Il faut être inflexible sur la lutte contre les stupéfiants. C'est ce que fait le ministre Darmanin depuis maintenant plusieurs années. Là-dessus, nous sommes intolérants sur la possibilité justement de consommer du cannabis comme on le voudrait. C'est pour ça qu'on a mis une amende forfaitaire pour l'usage du cannabis, mais aussi pour taper sur les consommateurs. Et il faut que nous continuions ce qu'a décidé le ministre, d'aller, il n'y a aucun état de non-droit dans notre pays, il faut continuer à aller intervenir dans ces quartiers. Et ce n'est pas ce type d'affaires qui nous fera reculer, bien au contraire, parce que moi, ma première pensée va aux habitants. La première des libertés, c'est la sécurité de toutes et tous. Mais on ne peut pas continuer comme cela, donc il va falloir renforcer nos moyens de police. C'est bien pour ça que depuis le précédent quinquennat, nous avons monté en puissance en termes d'effectifs de police, puisque nous sommes arrivés quasiment là, en cours de l'année à 10 000 forces de l'ordre supplémentaires, policiers et gendarmes. Et nous allons continuer notamment aussi avec une réorganisation de la police pour une plus grande présence sur le terrain, comme l'aime à dire Gérald Darmanin, plus de bleu sur la voie publique. Et moi, où je suis très inquiet par rapport au projet de Jean-Luc Mélenchon, c'est que lui, sur la police, il est dans un laxisme total. La preuve, d'ailleurs, c'est une de ses mesures phares, c'est la suppression de la BAC, la brigade anticriminalité. C'est très très souvent la BAC qui intervient en premier chef dans ce type d'affaires. C'était le cas à la Duchère, je ne sais pas pour cette nuit, mais c'était le cas à la Duchère lors d'un précédent règlement de compte, c'était le cas à Gerland. Donc vous imagineriez maintenant comment on ferait sans la BAC, qui sont des policiers expérimentés, qui ont l'habitude de faire usage de leur arme à feu si besoin était. On va laisser Aurélie Gris. Donc voilà, donc je pense qu'il faut là-dessus être inflexible et ne pas avoir une politique laxiste comme le propose la NUPES. Aurélie Gris. Je voulais tout d'abord apporter mes condoléances aux familles. J'ai appris ça avec effroi ce matin. Il y a effectivement un problème de sécurité, il y a aussi un problème de trafic d'armes en France. Aujourd'hui, le trafic de drogue et le trafic d'armes sont pris en charge par les OPJ, les officiers de police judiciaire. Il n'y en a pas assez en France. Aujourd'hui, on est à 5800 OPJ en France. Nous, ce qu'on souhaite, c'est de doubler cet effectif, de rajouter 6000 officiers de police judiciaire pour pouvoir traiter ces problèmes. J'ai rencontré pendant la campagne l'Observatoire des armements, qui est du coup installé dans le 5e arrondissement. Et il y a un souci sur ces trafics d'armes, notamment en France. Moi, ce que je propose, en tout cas, c'est, si je suis élue demain, de pouvoir faire un groupe d'études sur la circulation des armes en France et du coup pouvoir traiter ce problème qui est systémique. Pour ce qui est du trafic de cannabis, effectivement, il y a aussi un souci de trafic de cannabis. Nous, on est pour la dépénalisation du cannabis. C'est 30% de l'activité policière. Il y a un vrai enjeu. Aujourd'hui, il y a énormément de consommateurs de cannabis. Il y a des violences, effectivement, dans la ville de Lyon, la métropole, et c'est un problème qui ne date pas d'hier.
Et malheureusement, vous avez dit qu'il y avait un vrai travail qui était fait par le gouvernement. On observe qu'il y a quand même, depuis ces 5 dernières années, énormément de règlements de compte et de trafic. Donc il faut pouvoir travailler sur ces sujets-là. Je ne suis pas d'accord, vous dites qu'on a un laxisme total concernant la police. On a un vrai programme concernant la question de la sécurité, de la sûreté et de la justice. Mais êtes-vous pour la suppression de la BAC? Oui, on est pour la suppression de la BAC parce qu'il faut une désescalade des violences aujourd'hui. Et je reviens sur la question de la police. Aujourd'hui, il y a besoin de la police de proximité. Elle n'est plus sur le terrain auprès des habitants et des habitantes. Il faut pouvoir redonner confiance entre les citoyens et les policiers. Vous avez mis la police dans des situations inconfortables face à la colère des gens. Oui, effectivement, il y a des violences policières. Je crois que la police est très inconfortable aux propos de Jean-Luc Mélenchon face à la police. Alors, quand il dit que figurez-vous que les syndicats de police sont d'accord avec nous. Non, je crois pas, non. Moi, je peux vous dire, j'en ai rencontré, donc je peux vous dire que oui, on a le même constat. La police va mal. Il y a 2,5% fois de plus de suicides. Laissez-moi parler, s'il vous plaît, merci. 2,5% de suicides en plus. On est déjà à 30 suicides depuis le début de l'année. Les commissariats sont vétustes. Dans le 7e arrondissement, on a enlevé les commissariats, on l'a mis dans le 8e. Le commissariat du 5e ferme à 17h, c'est pas normal. Police de proximité. Villeurbanne est obligée. Il y a le seul commissariat de l'Ouest lyonnais qui intervient sur Vaux-en-Velin, Mézieux, il est à Villeurbanne. Donc il y a un vrai besoin de police de proximité aujourd'hui en France. Vous vous rendez compte de la gravité des propos de Jean-Luc Mélenchon quand il parle de la police qui tue, alors que cette police, comme vous le dites d'ailleurs, qui souffre, qui est en grande souffrance, malheureusement. Moi la question, c'est pas le tweet. La question, c'est le débat qui crée. Que vous ferez cela. Le débat qui crée, c'est il y a un constat aujourd'hui, la police va mal. Les commissariats sont dans une vétusté assez impressionnante. Ils manquent de moyens. On n'a jamais mis autant de moyens. Alors depuis pourquoi ils vont mal? Pourquoi il y a déjà 40 Parce qu'on revient de 20 années où on n'a pas fait assez. Là, oui, on a recruté 10 000 policiers de plus. On a mis en place des moyens matériels comme jamais. On a renouvelé la moitié du parc véhicule, ce qui est extrêmement important pour un policier quand il passe une grande partie de sa journée sur le terrain. Et vous pensez que l'argent doit aller dans la vidéo-verbalisation, vidéosurveillance? La vidéo-verbalisation, ce sont vos amis les Verts qui l'ont mise en place à la ville de Lyon. C'est l'État qui demande à ce que les collectivités... Alors que ce n'est pas la responsabilité des collectivités. Par contre, sur la vidéosurveillance, c'est vrai qu'il faut faire plus. Je suis d'accord. Ah non, moi je ne suis pas d'accord. Il ne faut pas faire plus, il faut mettre des moyens humains. Il faut mettre des moyens humains. C'est pour ça qu'on parle de police de proximité. Il faut faire les deux. Il faut les deux. Non, 1,3% des délits sont... Enfin, les vidéos... Non, c'est des chiffres, c'est des rapports. La justice, ils ont besoin de la vidéosurveillance. Bien sûr que si. Non, je suis désolée. Vous regardez les chiffres, regardez les rapports. Regardez les rapports. La vidéosurveillance ne sert pas à grand-chose. Ce n'est pas une idéologie, on se base sur... Qui mène en bateau d'ailleurs le préfet. Qui mène en bateau le préfet sur cette question de vidéosurveillance, parce qu'il a dit qu'effectivement il allait mener, je parle du maire de Lyon, un audit, et rien ne sort. Alors qu'on a besoin de cette vidéosurveillance pour pouvoir justement remonter un certain nombre de pistes. Quand vous avez ce type d'agression, de ce type de violence, si on peut retrouver grâce à un maillage de vidéosurveillance, on pourra retrouver les auteurs de ces faits. Regardez les chiffres, c'est moins d'1% des délits qui sont traités avec la vidéosurveillance. Donc en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut mettre des moyens dans la police de proximité. Et oui, on a besoin de la police de proximité. La sûreté, c'est une des premières... C'est pour ça qu'il y a M. Darmanin très populaire chez les forces de l'ordre. Un monsieur Darmanin qui dit que quand il entend violence policière, il s'étouffe. Je suis désolée, Madame Sophia Chouviat, quand elle a entendu ça, je pense qu'elle n'était pas vraiment contente. La famille Chouviat non plus. Je pense qu'on a bien entendu les points de divergence. Vous dites dépénalisation du cannabis ou vous dites légalisation? Je dis que 30% aujourd'hui de l'activité policière se concentre sur le trafic de cannabis et qu'il faut pouvoir dépénaliser le cannabis pour pouvoir traiter d'autres sujets, par exemple les... Ça resterait interdit, mais on ne poursuivrait plus les consommateurs. C'est-à-dire, oui, et puis on légaliserait, on permettrait à ce que l'argent qui rentre dans l'État soit réorienté vers la prévention, vers la diminution de la consommation. Je vous propose d'avancer sur le débat. Deuxième thématique qu'on avait retenue, c'est la question des impôts et des taxes. Depuis lundi, la NUPES, Jean-Luc Mélenchon, vous prêtez au gouvernement l'intention de mettre en œuvre une TVA sociale, qui est a priori pas dans son programme. Pourquoi attaquer le gouvernement sur ce sujet-là, alors que ce n'est pas une proposition de vos adversaires?
La question des impôts et du système d'imposition, aujourd'hui, il est complexe et injuste. D'accord ? Aujourd'hui, on a 5 tranches d'imposition. On veut revenir à 14 tranches pour que ça soit progressif. Une personne aujourd'hui qui touche entre 1 600 et 1 700 euros net paye autant d'impôts qu'une personne qui touche 4 600 euros. Ce n'est pas normal. On met tout sur le dos de la classe moyenne. Il faut pouvoir remettre 14 tranches d'imposition et de pouvoir que ça soit progressif. Ça fait ça veut dire que les personnes qui touchent moins de 4 000 euros par mois ne paieront paieront moins d'impôts. 92% de la population, ça correspond à 92% de la population, et les 8% qui restent paieront des impôts plus progressifs. C'est ça ce qu'on demande aujourd'hui. Ça, c'est votre proposition. Oui. La TVA sociale, vous n'avez pas dit, mais est-ce que ça fait partie de vos projets? Non, absolument pas, mais Mme Gris n'a pas répondu parce que je pense qu'elle est embarrassée, parce que je pense que M. Mélenchon a sorti ça du chapeau comme il a l'habitude de le faire. Le problème de M. Mélenchon, sur ce sujet comme sur d'autres, et on le voit sur cette fin de campagne, il est en train de diffuser un nombre de fake news incroyables, comme quand il est en train de laisser entendre, soupçonner que nous n'aurions pas compté les voix comme il le faudrait. Donc il est en train de laisser planer le doute sur les résultats des élections. C'est très grave de faire cela, et c'est très grave d'accuser ou de faire croire aux gens comme cela des choses. Mais en ce moment, M. Mélenchon dérape régulièrement. Il a encore dit, hier ou avant-hier, il a parlé qu'il n'était pas complètement contre que si certains fachos un peu fâchés puissent voter pour ces candidats. Puis il est revenu dessus parce qu'il dit non, c'est un lapsus. Ce sont des fâchés pas trop fachos. Je ne sais pas ce que ça veut dire, pas trop facho. Donc on est là dans une méthode, M. Mélenchon, de créer comme ça la confusion pour espérer justement glaner des voix, je pense, et jusqu'à être prêt à faire des mensonges comme cette TVA sociale. Nous ne sommes évidemment pas pour une TVA sociale, nous sommes au contraire pour baisser les taxes, baisser les impôts. Il faut savoir quand même que sur le précédent mandat... Ce qui pointait, c'était que dans votre projet, il y a 80 milliards d'euros de dépenses supplémentaires, sans compter les dépenses, les milliards qui sont sur le pouvoir d'achat. Oui, lui, 240 par mois, 240 milliards d'euros par an. Mais il disait il faudra forcément que vous augmentiez les impôts quelque part, donc ça pourrait être une TVA sociale, ou comme ça pourrait être un autre impôt. C'était ça son propos. Oui, eh bien ce n'est pas le cas, et puis il peut inventer ce qu'il veut. Nous sommes pour, le président de la République l'a redit hier. Comme vous faites pour augmenter les dépenses et baisser les impôts en même temps. Nous sommes pour créer de la richesse. Et c'est comme cela que, grâce à la richesse, nous créerons plus de recettes fiscales. Puisque si vous avez des entreprises qui créent de l'emploi, derrière, il y aura des charges sociales qui rentreront dans les caisses de l'État. Si on crée de la richesse, il y a toujours la question de l'imposition sur la richesse. Par contre, nous voulons baisser l'imposition sur les sociétés. Nous l'avons fait quasiment, nous sommes en train de l'achever. Nous sommes parce que nous étions le pays qui taxait le plus en Europe, avec 33% d'impôts sur les sociétés pour nos entreprises, ce qui était beaucoup trop cher et qui ne nous rendait pas compétitifs. Je déplore que M. Mélenchon, s'il arrive au pouvoir, lui, il revient non pas à 33%, mais il passe à 50%. Le résultat d'une telle politique, c'est que les entreprises, dans le meilleur des cas, resteront sur le territoire français, mais ne recruteront plus. Donc, cette baisse de l'emploi, enfin du chômage, pardon, que nous avons eue, eh bien, elle va stopper, voire même le chômage va réaugmenter, soit elles délocaliseront comme par le passé. Donc, les méthodes de M. Mélenchon sont très inquiétantes en matière fiscale, notamment pour les entreprises, parce qu'elles vont avoir un impact sur la croissance. Et nous avons besoin de cette croissance. Nous avons besoin de cette croissance pour créer de l'emploi, pour créer de la richesse, et donc pour créer des recettes fiscales. Par ailleurs, permettez-moi juste de développer mon propos sur les baisses d'imposition que nous voulons continuer. Nous avons baissé la taxe d'habitation, ce qui a quand même permis à l'ensemble, et ça sera bientôt finalisé en 2023, pour l'ensemble des contribuables de ne plus payer la taxe d'habitation. Ça représente quand même un gain, quand on parle de recettes, un gain de 700 € par an pour nos concitoyens. Oui, mais moi je pense aussi à nos concitoyens, surtout dans une période où la vie est chère, et je crois qu'ils sont très contents. Et nous continuerons également au niveau de la redevance audiovisuelle, puisqu'elle n'a plus de logique, puisqu'elle était liée à la taxe d'habitation, et donc nous allons également supprimer la redevance audiovisuelle. Par contre, en matière de taxes, où nous pourrons continuer sur les taxes, nous continuerons sur les taxes, c'est sur les taxes européennes. En matière fiscale, oui, j'aimerais quand même poser une question. Vous dites que notre programme est très inquiétant en matière fiscale, pourtant il est validé par 300 économistes, donc, dont Thomas Piketty.
Vous ne trouvez pas ça un petit peu fort de café? Je ne suis pas très en phase moi, avec les théories de M. Piketty. Mais Par peu contre, importe, 300 économistes ont validé oui, ce programme. Mais il y a beaucoup d'autres économistes qui sont, et même pas des libéraux d'ailleurs, hein, mais qui sont un peu plus au fait de l'économie que M. Mélenchon, qui déplorent votre programme. Du coup, vous critiquez les 300 économistes qui ont validé notre programme? Je ne les connais pas tous, mais M. Piketty, c'est pas ma tasse de thé. Non, mais il n'y a pas que je vous lui, dis, 300. mais je vous réponds sur M. Piketty. Je ne les connais pas, donnez-moi les noms, puis je vous dirai. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qu'aura comme impact, c'est encore une fois, pour avoir parlé avec beaucoup de chefs d'entreprise, on en a beaucoup à Gerland, je ne sais pas si vous les connaissez, mais ils sont extrêmement inquiets des mesures que vous metteriez en place si vous étiez élu, Madame Gris. 99% de l'économie, c'est des TPE et des PME. Oui. D'accord. Oui. Elles payent effectivement beaucoup d'impôts sur les sociétés. À côté, on a des sociétés qui font de l'évasion fiscale. On est d'accord sur ça? Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut lutter aussi contre cela. On est d'accord, il faut lutter contre l'évasion fiscale. Il faut aussi rendre l'impôt sur les sociétés progressif. Jusqu'à 50%. Voilà. Non, c'est de laisser permettre aux TPE et aux PME de mieux... Il n'y a pas un projet de taxer jusqu'à 50% sur l'impôt sur les sociétés et les entreprises dans votre projet? Madame Gris, je crois bien. Hein. Moi, je vous dis qu'on veut favoriser l'économie des TPE et des PME. C'est très bien, mais il faut alléger la fiscalité pour ça. C'est aussi pour ça qu'on veut faire un impôt sur les sociétés progressif. Oui, jusqu'à 50%. Je vous propose d'avancer sur le débat. Troisième thématique qui avait été retenue. On entre dans notre deuxième vague de chaleur cette année déjà, précoce. La question du réchauffement climatique, est-ce qu'il n'aurait pas fallu être plus audacieux que vous ne l'avez été ces 5 dernières années, Thomas Religose? On peut toujours être plus audacieux, mais moi je tiens quand même à rappeler que nous avons mené un certain nombre de mesures importantes, notamment juste une des mesures qu'on ne dit pas assez. Dans le cadre du plan de relance économique a initié Emmanuel Macron après la pandémie, un plan de relance inédit de 100 milliards d'euros, grâce d'ailleurs à l'Union européenne, mais je crois qu'on aura l'occasion de revenir sur l'Union européenne tout à l'heure, qui est un outil politique et économique extrêmement important justement pour financer de tels investissements. Sur les 100 milliards d'euros, nous avons décidé, le gouvernement, le président de la République, la majorité parlementaire, de flécher un tiers de ces 100 milliards d'euros pour la transition écologique. Ça aussi, c'est inédit. Nous avons pris des décisions en matière de filière énergétique ambitieuses, notamment en matière de filière d'énergie renouvelable. Et nous continuerons sur le prochain mandat. Par contre, sur ces questions-là, si on veut arriver quand même à baisser tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre, il nous faut, en matière d'énergie, avoir un mix énergétique. Et dans les propositions qui sont faites soit par les écologistes, soit par la NUPES, c'est se baser que sur les énergies renouvelables. Et c'est très bien dans l'absolu de baser. Nous voulons ce mix parce que nous croyons aux énergies renouvelables, mais nous n'y arriverons pas. On le voit actuellement à cause de la guerre en Ukraine, la dépendance que nous avons aux énergies fossiles et notamment que nous ne produisons pas. En plus, dans le précédent quinquennat, le gouvernement et la majorité ont décidé de fermer les centrales à charbon. Ça, c'est une mesure qui va dans le sens d'une transition écologique ambitieuse. Donc nous n'avons plus dans notre territoire de production, d'extraction de gaz, de charbon ou de pétrole. Enfin, nous n'en avons quasiment jamais eu en matière de pétrole. Donc il va falloir continuer, quand nous avons d'ailleurs des pics de chaleur comme cela, la consommation énergétique augmente parce qu'un certain nombre de nos concitoyens vont avoir besoin de rafraîchissement, d'air conditionné de plus en plus. Donc ça augmente la facture, ça augmente la production électrique. Et pour cela, pour arriver à tenir bon et ne pas être tributaire de la fourniture de ces gaz et pétrole étrangers, et notamment qui viennent de l'Est de notre continent, et dont on voit bien maintenant la tension que nous connaissons, il nous faut avoir ce mix. Et c'est pour ça que nous croyons en la filière nucléaire, surtout que la France est un des leaders mondiaux sur ce domaine. Aurélie Gris. Moi, je dirais juste qu'il est temps de prendre en compte ce changement climatique. Ça fait 50 ans qu'il y a des rapports, ça fait 50 ans qu'il y a des alertes sur la situation climatique en France et dans le monde. Il y a beaucoup de belles paroles, on l'a vu ces 5 dernières années, la Convention citoyenne pour le climat notamment, beaucoup de belles paroles. Je pensais à Jacques Chirac qui avait dit à l'époque « Notre planète brûle et nous regardons ailleurs ». On n'a rien fait depuis. Le GIEC nous donne 3 ans. Des bonnes inspirations. Oui, c'est bien. Oui, sauf que c'est des belles paroles et M. Macron fait également la même chose. Et
on a un réel souci. Le GIEC dit qu'il reste 3 ans pour pouvoir changer les choses. Cette situation n'est pas qu'en France. Je pense à l'Inde et le Pakistan où les températures ont augmenté, qui sont à 50 degrés en ce moment. Je pense au lac Med en Amérique du Nord qui est complètement asséché. Je pense à énormément de situations climatiques partout dans le monde. On va avoir un réel souci. C'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en France, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en Europe et comment on aide aussi les pays les plus vulnérables pour pouvoir bifurquer et pouvoir faire une transition écologique pour éviter notamment ces 175 millions de personnes réfugiées climatiques. Donc oui, il y a un souci. Vous parlez de mix énergétique, nous aussi, on est pour le mix énergétique, pour une transition, une sortie progressive du nucléaire, pas tout de suite, on est d'accord, mais plutôt progressive. Et vos amis écologistes, ils en disent quoi de cette il y a 650 mesures et ça fait partie des mesures. Donc oui, on fait une transition écologique et un mix énergétique par rapport au nucléaire. On investit dans les énergies renouvelables. On crée aussi un pôle des services publics des transports. Vous avez voté contre le maintien des petites lignes, mais ça, c'est important. Je veux dire, j'ai voté pour Lyon-Turin, moi. Contrairement oui, à vous, ça, on n'en reparlera pas, mais c'est pareil. Bah, si, c'est pareil. Parler, c'est important. Vous avez voté contre le maintien des petites lignes et vous avez été absent quand il y avait à l'Assemblée toutes les lois de bifurcation écologique. Je me demande à quoi vous servez pour la question. Des propositions de loi qui venaient souvent de chez vous, et qui étaient des bonnes propositions de loi, qui étaient des propositions de loi qui reprenaient les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Aujourd'hui, Emmanuel Macron avait dit qu'il reprendrait les propositions. Il a repris que 10% des propositions les moins importantes pour les. C'est pas faux. Il y a des rapports, Monsieur Rudigoz, il y a des rapports. Donc dont vous êtes friand chez France. Ah oui, alors on parle de fake news, mais vous n'avez fait votre campagne que sur des fake news contre la NUP, donc je pense que en termes de fake news, vous êtes pas mal aussi. Donc voilà, la question énergétique, donc les services publics des transports. Il y a aussi la question de la règle verte, la règle bleue. Il faut pouvoir investir, retravailler sur la question agriculture, qui est émettrice de gaz à effet de serre. Il faut aussi... il faut soutenir la filière agricole aussi, c'est pas simple pour eux de tout faire à cette fait, il faut transition soutenir la filière agricole et on parlait de suicide tout à l'heure, mais c'est 3 fois plus de la de culture suicides. bio non plus, c'est bien, mais ça ne pourra pas suffire. 3 fois plus de suicides chez les agriculteurs, ce qui est incroyable. Les agriculteurs sont soumis à énormément de pression. On parle de l'Europe, mais on peut parler de la PAC aussi. Plus vous avez une exploitation grande, plus vous avez des subventions de la PAC. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, on veut réinvestir dans des petites exploitations. On veut permettre aux agriculteurs d'avoir des revenus décents, avoir une retraite décente. Donc oui, il y a énormément de sujets sur la question de la transition écologique et de la bifurcation écologique. Et notre programme a été validé par énormément d'associations et d'ONG. Il y a un moment donné, et puis pendant la campagne présidentielle, Monsieur Macron avait repris Monsieur Mélenchon sur énormément de sujets concernant l'écologie. Bon, on a Madame Borne maintenant qui traite de ces sujets-là. On se demande comment elle va faire, mais bon. Voilà. Elle va bien travailler, je la connais bien et j'ai travaillé pas mal d'années avec elle et sur tous les sujets qu'elle a eu en responsabilité, elle a très bien travaillé. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Écoutez, pour moi, il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de mensonges et aujourd'hui les Français et les Françaises veulent autre chose et veulent qu'on investisse sur cette question-là. Ça fait partie des 3 sujets les plus importants, la démocratie, l'écologie et le pouvoir d'achat. Donc oui, il faut pouvoir mettre en place notre programme qui est le programme le plus adapté pour cette question-là. Moi, je vais vous prendre un exemple, puisqu'il faut avoir des exemples des fois, parce que des fois, on parle de grands schémas et de transition écologique, les uns les autres, d'ailleurs, je le reconnais, mais après, il faut des sujets concrets. Et même si je sais que ce n'est pas un sujet que vous souhaitez aborder, mais, parce que la dernière fois, vous n'aviez pas pu trop répondre à mon interpellation, mais sur le Lyon-Turin, qui est un sujet qui nous concerne. Il faut juste savoir qu'actuellement, on a 1 400 000 poids lourds qui traversent nos autoroutes alpines, qui passent sous le tunnel du Fréjus et sous le tunnel du Mont-Blanc. C'est notre région. Ils ne passent pas obligatoirement dans la région lyonnaise, mais ils passent pas loin. Et pour les habitants de ces régions-là, c'est des émissions de gaz à effet de serre par millions de tonnes de CO2. Et pour cela, la solution, ce sera le Lyon-Turin. Et voilà un sujet concret qui va permettre pour ces territoires-là, et donc nos territoires régionaux, d'avoir une baisse des émissions de CO2 en transférant ces poids lourds dans des trains. L'objectif, c'est de transférer sur les 1,4 million poids lourds, 1 million sur le Lyon-Turin qui sera
une ligne ferroviaire mixte, passagers Peut-être une réponse et sur, transport. sur Lyon-Turin. C'est extrêmement important et ça fera justement un gain en matière de baisse de CO2 énorme pour ces territoires-là et un gain en matière de santé. Pour la question de Lyon-Turin, ça fait des années que ce sujet-là traîne sur la table. Il y a un moment donné où... ça creuse là en ce moment, hein. Il creuse, hein. Oui, ça avance. Ça avance on a creusé 30 km déjà. Oui, peut-être. En tout cas, ça coûte un pognon de dingue. Et il y a un moment donné où il faut revoir la question des frettes. Je suis d'accord avec vous. Hein. Il y a un moment donné, il faut réinvestir dans les frettes ferroviaires pour pouvoir transporter le matériel, pour pouvoir transporter énormément de choses entre les pays européens. On est contre Lyon-Turin et je pense que le sujet est vraiment sur la question de la bifurcation et de la planification écologique. Il faut revoir tout ce sujet-là en profondeur. Et on a avancé un peu sur des sujets européens, justement, en matière de projets européens. Aurélie Gris, une question simple. L'Ukraine a demandé à être reconnue officiellement candidate à l'Union européenne. Est-ce que vous serez pour ? Eh bien, c'est pas un sujet pour les élections législatives. Cependant, Monsieur Emmanuel Macron avait déclaré: est-ce que nous pouvons ouvrir une procédure d'adhésion avec un pays en guerre ? Je ne crois pas. Je suis sur sa position-là, c'est-à-dire que il y a une candidature de l'Ukraine pour intégrer l'Union européenne. Ça prendra des années. Ça sera traité à la Commission européenne. Je pense qu'il faut y penser. Je pense que pour les Ukrainiens souhaitent adhérer à l'Union européenne, et c'est vrai qu'on ne va pas le faire comme ça. Il y a un processus qui est long, il y a un certain nombre de règles, il faut aussi qu'ils répondent à un certain nombre de critères, en matière notamment aussi de droits fondamentaux, par rapport à des questions de corruption. Donc il y a toute une série de critères qui sont après examinés avec attention par les services de Bruxelles. Donc c'est vrai qu'on ne va pas le faire comme cela d'ici les 2-3 années qui viennent. Mais néanmoins, il faut donner des perspectives aux Ukrainiens. Il faut leur donner un peu d'espoir parce qu'ils veulent sortir du joug de la Russie, qui a bien montré d'ailleurs sa réaction dès qu'ils ont compris que l'Ukraine et le nouveau gouvernement ukrainien allaient de plus en plus se rapprocher de l'Union européenne, qui est une terre de paix, de démocratie. Personne ne pourra nier le contraire. Pour l'instant, Emmanuel Macron est plutôt déçu en Ukraine. Monsieur Emmanuel Macron est quoi ? Plutôt déçu en Ukraine, peut-être qu'il avec ses réserves. espérait qu'il aille plus loin, effectivement, mais c'est vrai qu'il faut respecter un certain nombre de critères par rapport à l'Union européenne, et on ne pourra pas, on le voit pour d'autres pays qui sont déjà en attente depuis quelques années, ça ne se fait pas comme ça. Donc, par contre, il faut leur donner des perspectives pour qu'à un moment donné, ils puissent s'inscrire dans un schéma. Et ces perspectives-là sont fondamentales, parce que les Ukrainiens subissent, tout le monde le sait, c'est presque une lapalissade de dire ça, des attaques d'une violence inouïe, parmi les plus violentes depuis la Deuxième Guerre mondiale. Oui, que vous condamnez, mais que vous avez mis beaucoup de temps à condamner. Monsieur Mélenchon, je me rappelle il y a peu de temps, mais si, c'est des vidéos qui ont circulé encore il y a peu, peu de temps, il disait que c'était les Ukrainiens qui provoquaient les Russes. Mais vous avez vu la violence de la réaction mais bien sûr que non, pas n'importe quoi, Madame Gris, pas n'importe quoi. On était les premiers à condamner les exactions de Monsieur Poutine bien sûr, en Ukraine. Et en Crimée, il y a encore oui, et qu'est-ce que vous avez fait ? La guerre en Crimée, ça dure depuis 9 ans. Oui, mais d'accord. On n'a rien fait, la France n'a rien fait. Vous avez accepté... Vous avez soutenu M. Mélenchon, peut-être pas vous, Madame Gris, mais M. Mélenchon à l'époque, vous ne faisiez pas de politique, mais M. Mélenchon à l'époque a soutenu la Russie par rapport à l'annexion de la Crimée. Mais enfin, quand même, il faut quand même rappeler ces choses-là. C'est ça, M. Mélenchon. C'est toujours cette tendance à aimer des dictateurs. Pas du tout. C'est pareil avec Chavez au Venezuela. Non, je n'arrêterai pas, madame. En fait, vous êtes dans une répétition inlassablement de fake news. La répétition, voilà, mais non. De fake news. Non, moi j'étais à l'Assemblée nationale, j'ai souvent entendu M. Mélenchon dire toute l'amitié qu'il avait pour M. Chavez. Voilà, un dictateur qui a mis à mal son pays et qui a mis en faillite son pays. Et moi, ce que je crains dans les méthodes de M. Mélenchon, c'est qu'on arrivera effectivement à une faillite de notre pays. Mais pour en revenir à l'Ukraine, pour en revenir à l'Union européenne est une des plus belles réalisations au monde de ces 70 dernières années. Elle a vocation à continuer à grandir, mais il faut grandir, je pense, par étapes, au risque autrement, pour un certain nombre de nos concitoyens, de ne pas suivre cet élargissement de l'Union européenne. Mais voilà, il faut donner des perspectives aux Ukrainiens. C'est une des plus belles réalisations de ces dernières années ? Moi, je suis plutôt fière, effectivement, de l'Union européenne. Cependant, si on parle de la question... Enfin, je reviens juste sur la question de l'Ukraine, ça prendra du temps. Il faut que les pays soient unanimes par rapport à l'adhésion de l'Ukraine. Donc, on verra, selon... dans
les mois, dans les années qui viennent, qu'est-ce que ça apportera à la Commission européenne. Cependant, par rapport à l'Europe, des fake news qui tournent en boucle aussi par rapport à la position de la NUP ou la position de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'on serait contre l'Europe. Je vous assure, et vous pourrez vérifier par vous-même, nous ne sommes pas anti-européens, nous souhaitons juste désobéir aux traités européens qui maltraitent les travailleurs, jusqu'où après vous allez qui maltraitent les travailleurs et qui pillent la nature. Point. Ça s'arrête là. On ne veut pas revenir sur la monnaie, on ne veut pas sortir de l'Union européenne. Je pense effectivement que l'Union européenne est une belle construction et qu'on doit travailler ensemble, les pays qui sont dans l'Union européenne, pour pouvoir donner des gages aux travailleurs, pour pouvoir donner des gages à la bifurcation écologique. Et donc, oui, ça sera aussi un travail qu'on fera sur le long terme. Une Europe à la carte, comme vous voulez le faire, avec Monsieur Macron le fait aussi, puisque Monsieur Macron désobéit à certains traités européens. Donc, oui, vous parlez notamment sur le déficit, mais sur le déficit, c'était un accord global. Mais du coup c'est possible. Le Portugal désobéit aussi, l'Espagne désobéit aussi, l'Allemagne désobéit aussi. Un eurosceptique, on le sait, faut arrêter. Clair. Si, c'est un eurosceptique par rapport à l'Union européenne. Il ne croit pas en ce grand projet européen. Humaniste. Oui, c'est pas l'Union européenne. Et à terme, je pense que M. Mélenchon conduira au fur et à mesure, s'il arrivait au pouvoir, ce que je ne souhaite pas, à mon avis, une sortie de la France de l'Union européenne telle qu'elle est, parce qu'il dira qu'il n'en est pas d'accord. Et la sortie de l'Union européenne ne fait pas partie de ces 650 mesures. Moi, je pense qu'il sera plutôt comme un Boris Johnson à vouloir sortir son pays de l'Union européenne. Quelques questions plus politiques désormais sur le fonctionnement de la vie politique. Une question sur le Front républicain. C'était relativement clair ces dernières années. Quand un candidat d'extrême droite arrive au deuxième tour, les partis républicains appelaient à le battre. C'est plus confus sur cette campagne et présidentielle et législative. Alors, question simple à chacun d'entre vous. Si vous n'aviez pas été qualifié pour ce deuxième tour des législatives, et qu'il y avait eu un candidat d'extrême droite face à Aurélie Gris, auriez-vous appelé à voter Aurélie Gris, Thomas Rudikos ? Oui, tout à fait. J'aurais appelé à voter pour Mme Gris. Au moins, vous avez une position claire parce que ce gouvernement n'en a pas. Ben voilà, moi je vous le dis. Et Aurélie Gris, je vous retourne la question. Si vous n'aviez pas été qualifié et qu'il y avait un candidat d'extrême droite face à Thomas Rudikos, auriez-vous appelé à voter pour lui ? J'aurais dit ce que j'ai dit au présidentiel, aucune voix pour l'extrême droite. Donc pas tout à fait. C'est plus c'est pas de la même, c'est pas du même niveau. Aucune voix pour l'extrême droite. Alors, je poursuis sur le fonctionnement de la vie démocratique. Quoi qu'il arrive, dans la prochaine Assemblée, on annonce qu'il n'y aura plus cette fois un parti ayant à lui seul une majorité absolue, ce qui appellera sans doute à des discussions et à un nouveau fonctionnement. Comment vous imaginez la future Assemblée l'un et l'autre ? Est-ce que, s'il y a besoin de trouver une majorité, vous pourriez travailler ensemble, Thomas Rudikos ? Avec qui, pardon ? Eh bien, entre la NUP. Autant vis-à-vis du Rassemblement national, et encore je dis ça parce que c'est Mme Gris qui était face à moi, je pense que je n'aurais pas pu tenir les mêmes peut-être propos vis-à-vis d'autres représentants de la France insoumise. Néanmoins, non, je ne pourrais jamais avoir un accord politique avec la NUPES pour gouverner notre pays. On est aux antipodes sur beaucoup trop de sujets. Par contre, moi je pense qu'à un moment donné, on peut trouver des accords sur une gestion du pays, si, admettons, nous n'arrivions pas à la majorité absolue dimanche soir, avec des personnes du centre-droit, de la droite républicaine modérée, d'ailleurs avec qui certains nous avons déjà travaillé, pour pouvoir avoir un projet pour la France, parce que sur beaucoup de points, je pense à certains représentants des Républicains, nous pourrions effectivement trouver des accords et avoir un projet pour la France. Lesquels ? Écoutez, madame, je ne vais pas tout de suite vous dire avec qui on travaillera. On oui, verra, parce qu'en fait, je vous rappelle la déconjugalisation de l'AAH, on a voté pour avec les Républicains. Donc, vous savez, il y en a déjà qui nous ont rejoints avec M. Philippe, avec M. Le Maire, avec M. Darmanin, et je sais très bien que d'autres suivront pour cela, et donc je n'ai pas trop d'inquiétude. Peut-être que M. Vincent Day, s'il était élu, et je le souhaite qu'il soit élu face à un de vos représentants, eh bien, c'est quelqu'un qui pourrait effectivement voter un certain nombre de nos projets de loi. Vous désossez complètement. Alors, vous avez désossé le Parti Socialiste, et maintenant vous désossez le Parti, les Républicains. Vous avez bien désossé le Parti Socialiste aussi, là, je crois. Non, on a éclairci la ligne ensemble. M. Mélenchon est arrivé assez. Je pense que chez les Républicains, il y en a beaucoup qui ne valident pas les lois et les orientations de la République en marche. Et je pense qu'ils ont raison de ne pas valider, puisque vous avez un programme. Déjà, on ne sait même pas ce que c'est votre programme. Je crois que vous êtes mieux placé pour parler des Républicains. Je ne pense pas que vous connaissiez vraiment
Oui, bah moi, si j'en connais, je suis désolée. Et il y a vraiment, il y en a beaucoup qui ne voteront pas. De leur il y en a beaucoup qui vision ne de la voteront société pas que je ne pense pas que vous puissiez dire cela. Vos deux candidats souhaitent au moins une part de proportionnel dans une réforme à venir, ou une proportionnelle plus forte. On va peut-être avoir une Assemblée nationale sans majorité absolue. Ça demandera des négociations entre les différents partis. Et des débats, et enfin. Quand on voit le débat et qu'on vous dit que vous ne pourriez pas travailler ensemble, est-ce que ça ne nous amènerait pas dans une impasse, finalement, cette proportionnelle ? Il ne faudrait pas être proportionnel intégral, ça c'est sûr et certain. Moi j'y suis opposé. D'ailleurs, à un moment donné, il y a une proposition de loi qui avait été portée par mes collègues du Modem, pour qui j'ai beaucoup d'amitié, mais là j'étais pas du tout d'accord avec leur proposition, parce que là on a cette instabilité sur laquelle il ne faut pas s'appuyer. Quand François Mitterrand avait décidé la proportionnelle intégrale en 86, on a vu ce que ça avait donné, et donc il ne faut pas renouveler cette erreur-là. On voit que notre pays est déjà suffisamment confronté à des enjeux et à des crises majeures internationales. Donc on ne pourrait pas se permettre une telle instabilité institutionnelle. C'est pour ça d'ailleurs que le général de Gaulle avait créé la constitution de la Ve République. Par contre, il est vrai qu'il n'est pas normal que certaines familles politiques ne soient pas représentées au niveau qu'ils devraient être. C'était le cas il y a 5 ans à l'époque de la France insoumise. Ça ne sera plus le cas puisque grâce au bon mécano qu'a monté M. Mélenchon, là la France insoumise sera bien représentée au détriment d'ailleurs de ses alliés. Écologistes et socialistes et communistes, qui auront les portions congrues du marché. Mais pour d'autres mouvements, bien sûr que moi je suis un opposant depuis tout le temps du Rassemblement national, mais il n'est pas normal, de la même façon que ce n'était pas normal pour M. Mélenchon d'avoir aussi peu d'élus à l'époque, ce n'est pas normal que Mme Le Pen, qui a été qualifiée pour le 2e tour des présidentielles, n'ait pas un groupe parlementaire. Donc il faudra mettre une dose de proportionnel. Ce sera une des réformes institutionnelles qui devra être menée. Et pour cela, je pense qu'il faut trouver après le juste dosage pour justement éviter des crises institutionnelles et le côté ingouvernable après de notre pays. Aurélie Gris, le renouvellement démocratique, ça passe par la proportionnelle ? Ça passe par la proportionnelle et ça passe par la 6e République. Aujourd'hui, la monarchie et la démocrature présidentielle de la Ve République a fait son chemin. Ça a été mis en place en 1958, on est en 2022. Donc je pense qu'il y a un besoin d'un renouvellement. Je vous parlais tout à l'heure des priorités des Français. Les Français plébiscitent aussi une 6e République avec une Assemblée nationale qui n'est pas qu'une chambre d'enregistrement. Parce qu'aujourd'hui, on l'a vu avec votre groupe à l'Assemblée nationale, vous appuyez sur le bouton quand M. Macron vous dit d'appuyer sur le bouton. Il n'y a aucun débat à l'Assemblée nationale aujourd'hui. J'en ai regardé. À débattre avec certains de vos amis. Oui, enfin, je suis désolée, mais il n'y a vraiment pas de débat aujourd'hui. Ce qu'on veut, c'est vraiment une assemblée forte et où il y a des débats avec les Républicains, où il y a des débats avec les autres forces politiques. Donc oui, il faut renouveler cette politique. Allez, on arrive déjà à la conclusion de ce débat. On a tiré au sort qui conclura en premier. C'est vous, Thomas Rudel. Oui, écoutez, pour conclure cette longue campagne, puisque nous sommes partis en campagne maintenant il y a de nombreuses semaines, c'était une des campagnes législatives les plus longues de ces dernières années. Moi, j'appelle les habitants et habitantes de la première circonscription du Rhône à faire le choix qui est extrêmement important pour notre pays, celui d'apporter une majorité parlementaire au président de la République qui vient d'être élu. Nos projets sont complètement différent entre la candidate de la France insoumise et le mien. Pour ceux qui peuvent justement analyser et qui auront bientôt les professions de foi dans leur maison, chez eux, ils verront les différences qu'il y a. Je crains vraiment que si Mme Gris ou M. Mélenchon gagnaient ces élections, que la France se retrouve dans une situation déplorable. Nous aurons une situation économique catastrophique, il y aura une hausse du chômage inévitable puisque la taxation dont nous avons parlé il y a quelques minutes sur les sociétés aura un impact majeur et créera du chômage en plus. Et je suis très inquiet sur le projet européen que porte M. Mélenchon et la sortie à terme de la France de l'Union européenne. Donc j'appelle les habitantes et les habitants de la première circonscription à voter pour moi. Je vous remercie. Aurélie Gris. Ces élections législatives sont un référendum. Ça va être pour ou contre la retraite à 60 ans, pour ou contre le blocage des prix, pour ou contre les services publics, pour ou contre 1 milliard pour éradiquer les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes, pour ou contre la 6e République. Aujourd'hui, on a effectivement un programme complètement différent. Nous, on veut gouverner par les besoins. On a un programme construit, validé par 300 économistes.
Et il y a un vrai besoin de renouvellement démocratique, on l'a dit aujourd'hui. Moi, je m'engage effectivement à créer des assemblées citoyennes sur la circonscription, de faire des ateliers des lois pour permettre aux citoyens et citoyennes de s'investir dans la politique. Je pense que c'est très important. Et si vous voulez une députée qui est présente à l'Assemblée nationale et qui combat et qui propose des lois et qui travaille à l'Assemblée nationale, je pense qu'il faut voter pour la nouvelle Union populaire écologique et sociale dans la première circonscription, mais partout en France, et de pouvoir permettre à 289 députés d'être élus. On est dans 406 circonscriptions en duel face à soit les macronistes, soit le Rassemblement national. Il y a vraiment un espoir que ce pays puisse changer demain. Aurélie Gris, Thomas Rudigoz, je Merci. vous remercie. Merci à vous. Je vous rappelle, le deuxième tour des élections législatives a lieu ce dimanche et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.